études. Alors, les résultats sont-ils comparables? C'est la grande question. Alors, il faut voir que la littérature est extrêmement abondante. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'études. Il y a plus de 40 études prospectives randomisées. Alors, j'ai pris une méta-analyse qui représente assez fidèlement ce qu'on trouve dans la littérature, qui compile 26 études prospectives comparatives. Et qu'est-ce qu'on trouve? Aucune différence à la fois en termes de laxité de résultats cliniques, de délai de retour au sport, pas de différence sur les tests fonctionnels, sur les amplitudes et sur le taux d'échec. Donc au final, les deux greffes semblent se valoir. Mais en fait, quand on regarde plus précisément, ces méta-analyses, elles relèvent une faible qualité méthodologique. Très souvent, la randomisation n'est pas expliquée, il n'y a pas d'études de puissance préalable, souvent faible effectif dans plus de 60% des études, multi-opérateurs, etc., etc. Encore une revue qui compile 10 méta-analyses, et on voit des différences divergentes. Sauf pour ce qui est du résultat fonctionnel, donc le résultat subjectif, aucune différence dans toutes les méta-analyses. Donc là, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a aucune différence en termes de résultats subjectifs fonctionnels. Il y a quand même 6 méta-analyses qui trouvaient un avantage en termes de stabilité pour le ligament patellaire, et une seule qui retrouvait un taux d'échec plus important des tendons de la patte doigt. Pourquoi on trouve des différences entre les différentes méta-analyses qui parlent du même sujet au même moment? C'est ce qu'on appelle les overlapping reviews. En réalité, là encore, c'est un problème méthodologique. Les articles sélectionnés ne sont pas forcément les mêmes et les critères de la façon dont sont rapportées ces méta-analyses divergent d'une à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle des méta-analyses qui traitent d'un même sujet peuvent trouver des résultats divergents. On peut quand même souligner le travail de David Biot, puisque c'est parmi toutes les méta-analyses qui ont été rapportées dans ce travail, celle qui avait les meilleurs scores en termes de qualité des résultats rapportés et de validité interne. Ce qu'on peut en tirer tout simplement, c'est qu'il y a quand même suffisamment de preuves scientifiques pour dire que le ligament patellaire donne plus de douleur antérieure, et semble-t-il, le ligament patellaire apporte une meilleure stabilité avec très faible niveau de preuve. Alors les études randomisées en fait reflètent souvent l'activité d'un centre avec une grosse expérience chirurgicale. L'intérêt des registres, c'est vrai que c'est un instantané dans une population, surtout les registres scandinaves qui sont exhaustifs, et ça reflète l'ensemble des chirurgiens qui pratiquent cette chirurgie. Et il y a eu deux rapports de registres qui sont parus en 2014 dans la même édition de l'American Journal. D'abord le registre danois à partir de 13 000 patients qui trouvait une différence en termes de reprise avec un avantage pour les ligaments patellaires, 4% versus 3% à 5 ans. Et en même temps, le registre norvégien qui retrouve à peu près le même résultat, encore pire, 5% à 5 ans versus 2% pour le temps retenu. Donc beaucoup plus de risques de re-rupture et de révision dans le groupe ischio-jambier. Et en particulier chez les patients particulièrement jeunes, et notamment on arrive à un taux de re-rupture de 10% chez les moins de 20 ans. Mais est-ce que l'échec de ces ligamentoplasties est vraiment lié au type de greffe? On s'aperçoit quand on analyse les causes d'échec qu'en fait on retrouve un événement traumatique dans seulement 40% des cas. Et dans l'étude de Trojani, 36% des échecs étaient liés à un mauvais positionnement fémoral, un tunnel fémoral trop antérieur. Et surtout, quelque chose qui n'a pas été véritablement évalué en termes de fréquence, qu'en est-il des lésions ligamentaires associées? Sans doute très sous-estimées, lésions du ligament collatéral médial, du point d'angle postéro-externe. Et il faut s'en référer aux anciens, écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Jacques Houston, en 1976, parlait d'une lésion du mid-third capsular ligament, ou ligament antérolatéral, qui était responsable de l'instabilité rotatoire en cas de lésion du ligament croisé antérieur. Donc ce fameux ALL pourrait aussi expliquer une partie de nos échecs, encore plus finalement que le type de greffe qu'on utilise. On a mené cette étude qui a été publiée en 2017, c'est assez récent. Ça correspondait à une période où on est progressivement passé à Santi, et c'est principalement des patients de Bertrand, de greffe de tendon rotulien à des greffes d'ischio-jambier, notamment à reconstruction combinée ligament croisé, ligament antérolatéral. Et donc ça correspondait, vous voyez, à une répartition assez homogène, 105 KJ, 176 ischio 4 brins et 221 combinés ligament croisé, ligament antérolatéral. Et on a eu la surprise de voir que le groupe qui recassait le plus, c'était le tendon rotulien, et de loin.
Alors on s'est dit qu'il devait y avoir un biais de sélection puisque les patients n'avaient effectivement pas été tirés au sort, pas été randomisés, c'était simplement un changement d'habitude du chirurgien qui correspondait à ces différentes techniques à l'époque. Donc il y a 3 ans, on a lancé cette étude prospective randomisée à Santi, avec une vraie étude prospective randomisée, protocole CPPRB, étude de puissance préalable. Donc le statisticien nous a dit qu'il fallait inclure 600 patients, 300 dans chaque bras, pour comparer KJ versus technique combinée, ligament croisé, ligament antérolatéral. Chez des patients jeunes, donc les critères d'inclusion, c'était moins de 35 ans, et qui pratiquaient des sports de pivot contact. Donc on arrive à la fin de la période d'inclusion, on a déjà inclus 500 patients, et on a un suivi donc prospectif des patients, ce qui fait qu'on sait, à chaque fois qu'ils sont recontactés, on sait quand ils ont des problèmes ou ils recassent. Et on s'est aperçu donc qu'on avait 4 ruptures itératives dans le groupe KJ versus 1 dans le groupe ischio-jambier technique combinée, avec quand même 3 lésions méniscales sur les 4 KJ qui ont été repris. Alors que dans le même temps, il y a 2 patients dans le groupe KJ et 2 patients dans le groupe combiné qui ont eu une rupture contralatérale. Tous les cyclopes étaient dans le groupe KJ. Ça, c'est complètement un autre sujet, mais ça bat un peu en brèche l'idée que le cyclope serait dû au reliquat de l'ancien ligament croisé antérieur. Et puis, plus anecdotique, plus de reprises de ménisque dans le groupe KJ. Donc en fait, cette étude prospective, bien sûr, c'est pas encore publié, il faut encore analyser les résultats, terminer la période d'inclusion avec un recul de 2 ans, mais elle va très probablement confirmer l'étude précédente. On parle des lésions ligamentaires associées, mais qu'en est-il également des lésions méniscales associées ? Notamment ces fameuses lésions méniscales qui sont méconnues. Donc les lésions de la rampe sont des lésions des désinsertions capsulo-synoviales que l'on rencontre dans près de 18% des ruptures de ligaments croisés antérieurs. Je vous encourage à systématiquement pousser le scope dans l'échancrure intercondylienne et on a véritablement des surprises. Certaines de ces lésions ne peuvent pas être diagnostiquées par un simple palpation au crochet par l'abord antérieur. On sait, il y a beaucoup maintenant d'études biomécaniques. La première, ça a été Michel Bonin, avec une étude radiographique en charge dans les années 90, c'était sa thèse. Ça a été repris maintes fois que ce segment postérieur du ménisque interne est un frein secondaire à la translation tibiale antérieure, confirmé par beaucoup d'études biomécaniques, notamment AMIS. Et il y a très probablement un intérêt à réparer ces lésions. Certaines potentiellement peuvent cicatriser, mais certaines ne cicatriseront pas. Et d'autre part, il est très probable que ces lésions, si elles sont méconnues, laissées en place, participent aux échecs de nos greffes, ou en tout cas, la greffe de ligament croisé antérieur va être soumise à des contraintes beaucoup plus importantes. On peut également parler des lésions de la racine du ménisque externe, c'est également un concept qui revient très en vogue dans les publications. Il y a maintenant également des études biomécaniques qui montrent que ces lésions de la racine participent au phénomène de pivot shift. Alors on peut discuter quand le ligament ménisco-fémoral est sain ou non, mais en tout cas, quand on voit ce type de désinsertion de la racine, je pense qu'il faut prendre le temps de les réparer, car elles vont probablement influer également sur la stabilité du genou, sur les risques d'échec et les contraintes qui vont être auxquelles va être soumis le ligament croisé reconstruit. Donc en résumé, les résultats subjectifs sont strictement identiques quel que soit le type de greffe. Les résultats sur le contrôle de la laxité antéro-postérieure et rotatoire et le taux de re-rupture sont très légèrement en faveur des greffes de ligaments patellaires. Le taux de morbidité au niveau du site donneur et le taux de complications, et notamment le risque de raideur en extension, de douleur antérieure et d'arthrose, sont en faveur des greffes de la patte doigt. Et donc la clé du succès n'est pas au choix du transplant, mais bien à la qualité de la réalisation technique de la ligamentoplastie, notamment positionnement des tunnels, bien entendu, traitement de toutes les lésions associées. Je pense aux lésions ligamentaires associées, ligament collatéral médial, à mon avis sous-estimé, ligament antérolatéral, il reste encore à définir comment les diagnostiquer et chez qui faut-il le reconstruire. Et les lésions méniscales, notamment ces lésions méniscales méconnues, occultes, les lésions de la rampe et les lésions de la racine du ménisque externe.